Guillaume Poupard, bonjour. Bonjour. Et tout de suite, question d'actu, le cybermois, comment ça se passe? Donc on n'est pas tout à fait à mi-chemin encore, mais comment ça se passe pour l'instant? Ça se passe bien. L'idée, c'est vraiment de profiter de cette initiative européenne portée par l'ENISA de mois européen de la cybersécurité. Alors je ne rentre pas dans le débat, est-ce qu'il faut un mois, est-ce qu'il faut une année, est-ce qu'il faut un jour, c'est pas le débat. On est plus là pour dire, voilà, le mois d'octobre, c'est le moment de catalyser, de déclencher des opérations au sein des administrations, au sein des entreprises. Avec cette année, deux choses notables, je pense. D'abord le fait qu'on continue notre collaboration avec le dessinateur Fix, qui fait des dessins que moi je trouve personnellement absolument géniaux, et qui permettent de porter des messages avec beaucoup d'humour et une certaine efficacité. C'est bien fait objectivement. Et puis d'autre part, cette année on s'est focalisé sur des messages très simples, peut-être beaucoup plus simples que les années précédentes, avec l'idée de revenir vraiment aux bases. Et donc si un maximum de personnes qui ne sont pas des experts en sécurité, qui n'ont pas vocation à le devenir, pouvaient entendre que attention à vos mots de passe, changez-les régulièrement, faites attention à leur gestion, attention à vos sauvegardes, essayez de faire en sorte d'avoir des sauvegardes quelque part pour ne pas perdre les données qui vous sont chères, et attention aux mises à jour de vos logiciels qui sont finalement une manière très simple de bien se protéger en restant up-to-date. Et ben voilà, c'est la base de la base, mais après tout, peut-être que dans le cadre d'une sensibilisation, c'est par ça qu'il faut recommencer. Une autre question d'actu, je voulais parler avec vous du Cloud Act. Donc on sait que Bruno Le Maire porte l'idée d'un cloud d'abord franco-européen, puis européen souverain avec Dassault Systèmes et OVH qui d'ailleurs a changé de nom ce 10 octobre, qui s'appelle OVH Cloud. Est-ce que c'est positif pour vous, cette initiative? Oui. Ce qui est positif, c'est la prise de conscience à tout niveau, au niveau politique, mais également au niveau des entreprises, que le cloud, évidemment, c'est sensible, que tout va en dépendre fondamentalement dans la plupart des processus numériques, et donc qu'il fallait un cloud de confiance pour les processus les plus critiques. Je dis bien pas pour tout, mais bien pour les processus les plus critiques. L'idée n'est pas d'arrêter de travailler avec des prestataires de cloud, notamment américains, qui font des choses remarquables, il ne faut pas se mentir. C'est pas de tout recréer en France ou en Europe, mais c'est bien d'avoir quand même des solutions qui nous permettent, quand on a besoin d'être uniquement soumis au droit européen et d'avoir vraiment confiance dans certains traitements sensibles, de pouvoir se reposer sur des acteurs qui sont uniquement soumis au droit européen. Et c'est là où OVH, Outscale et d'autres sont intéressants. Et nous, notre plus-value dans ce dispositif-là, c'est la qualification Secnum Cloud. C'est un nom barbare pour désigner finalement un référentiel d'exigence de sécurité qui est public, et le fait que quand on est qualifié Secnum Cloud, l'État français s'engage sur le fait que le prestataire est d'un bon niveau à la fois technique et en termes de confiance. Voilà. Donc cette démarche-là, elle est importante. Le seul piège dans lequel il ne faut pas tomber, à mon avis, ce sont les extrêmes où on s'est un peu loupé dans le passé, il faut être franc, de cloud souverain, le fait de refuser des technologies qui ne sont pas purement européennes, voilà. Tout extrême est forcément une mauvaise idée dans ce domaine-là. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre, savoir profiter des technologies les plus innovantes qui ne sont pas toujours européennes, mais également être capable de se recentrer sur des offres de haut niveau de confiance quand ça devient très sensible. Vous parliez de l'article 34 aussi, tout récemment, de la loi militaire, donc de la détection avec les opérateurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? L'article 34, comme on l'appelle dans le jargon, il y a vraiment deux parties très différentes. La première, c'est autoriser les opérateurs télécoms à faire de la détection d'attaques sur les flux de leurs clients. Les opérateurs aujourd'hui font déjà beaucoup de détection d'attaques, mais pour se protéger eux-mêmes. Quand ils sont juste là pour transporter des attaques de l'attaquant vers la victime, finalement il y avait un vrai doute sur la légalité pour eux d'interférer un petit peu là-dedans en cherchant à détecter des attaques. Donc la loi est très claire maintenant, ils ont le droit de le faire. Pour ce faire, l'ANSSI peut leur donner de l'information technique sur les menaces à rechercher. C'est une très bonne chose. Ça clarifie, on le faisait déjà un peu, mais ça clarifie plein de choses. Et si les opérateurs détectent une menace qui concerne un opérateur d'importance vitale ou un opérateur de service essentiel, c'est-à-dire les acteurs qui sont régulés en France, ils doivent nous prévenir. Donc c'est une démarche volontaire de la part des opérateurs. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils sont assez volontaires pour. Ça, c'est une très bonne chose. Et on a commencé à expérimenter et on se rend compte que c'est utile de faire ça. Et on voit des choses que l'on ne voyait pas jusque-là en termes d'attaque. L'autre morceau de l'article 34, ça autorise l'ANSSI, en cas de suspicion forte de prise de contrôle d'un serveur par un attaquant de haut niveau, ça nous autorise à aller mettre des systèmes de détection localement
autour de ce serveur pour observer ce que fait l'attaquant. C'est hyper important pour nous, parce que quand on arrive à observer un attaquant à son insu, c'est là où on peut reprendre la main. C'est vraiment le seul moment où on a un avantage par rapport aux attaquants. Et ça, typiquement, quand l'attaquant il a pris pied sur un serveur de l'administration, on n'a pas de souci pour y aller, on est tout à fait légitime. Quand l'attaquant a pris pied dans un serveur dans une entreprise, on va voir l'entreprise, on lui explique, et ils nous laissent toujours faire. C'est leur intérêt de nous laisser faire. Quand c'est chez un hébergeur, notamment c'est un grand hébergeur, jusqu'à maintenant, jusqu'à cet article de loi, eh bien, quand on disait on aimerait mettre des systèmes de détection, la réponse des hébergeurs était embarrassée, qui nous disaient écoutez, on comprend bien pourquoi vous voulez faire ça, on aimerait vous aider, mais on n'a pas le droit. Ce serveur, on l'a loué à quelqu'un, ou alors on prévient la personne, ou alors on ne peut rien faire. Et nous, on ne veut pas prévenir la personne, parce que dans beaucoup de cas, la personne, c'est l'attaquant lui-même, par le biais de différents intermédiaires. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est prévenir l'attaquant. Donc, il nous manquait quelque chose. La voie judiciaire a été étudiée, n'est pas efficace, pas tant pour une affaire de vitesse que pour une affaire de caractérisation de l'infraction. Pour qu'il y ait une procédure judiciaire, il faut qu'il y ait une victime. Et là, on est à un stade où la victime, on ne la connaît même pas parfois, même souvent. Et le simple fait de dire qu'il y a une intrusion sur un serveur et tout ça, certes, mais ça nous a... Enfin, globalement, l'analyse a montré que c'était trop faible. Donc, ce que prévoit l'article 34, c'est la possibilité pour l'ANSSI de demander à un hébergeur de nous laisser rentrer, de nous aider à poser ces systèmes de détection de manière limitée dans le temps de caractériser ce qui est en train de se passer. Tout ça se fait évidemment sous contrôle. L'ARCEP contrôle l'ANSSI. C'est la première fois qu'on est contrôlé en fait. On n'était pas contrôlé jusque-là parce qu'on n'avait pas d'activité qui pouvait être détournée. On pourrait imaginer qu'il y a un risque de détournement. Mais là, l'ARCEP étant régulateur des télécoms, c'était la meilleure solution. Voilà. La solution théorique, c'est de créer une nouvelle autorité indépendante de contrôle, mais sincèrement, une autorité juste pour contrôler cette petite activité de l'ANSSI, on a préféré aller vers l'ARCEP, ce qui est plus logique. Et donc on a les premiers tests qui commencent à fonctionner, alors c'est des tests en conditions réelles, sur de vraies menaces. La bonne ou la mauvaise nouvelle, ça dépend comment on regarde, c'est que ça fonctionne. Donc on est capable de très vite progresser sur la compréhension de ce que font certains attaquants, et notamment quand on observe de tels serveurs qui sont des rebonds d'attaque en pratique, ça veut dire qu'on comprend beaucoup mieux ce que fait l'attaquant du côté du command contrôle, et on comprend beaucoup mieux qui est-ce qu'il est en train d'attaquer. Et on découvre des victimes comme ça, des victimes en France ou à l'étranger. Et pour tout dire, le dernier point qui est très intéressant là-dedans, c'est que aujourd'hui on reçoit beaucoup de signalements de partenaires étrangers qui font exactement ça, avec des approches réglementaires différentes, mais qui font exactement ça en pratique, qui nous disent là, votre serveur, là, il est utilisé par tel attaquant, et nous on leur répond, bah oui, mais on ne peut pas aller voir. Jusqu'à maintenant, on était obligé de répondre ça, ce qui est très mauvais en termes de coopération. Maintenant, on peut aller voir, et en allant voir, on récupère des informations, et on va pouvoir beaucoup plus aller dire à nos partenaires, et vous, de votre côté, vous devriez aller voir sur tel serveur, parce qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc, le fait que les attaquants aient tout à fait compris que cet éparpillement et le fait qu'il fallait compromettre des serveurs dans différents pays pour créer ce réseau d'attaque était pour eux un gage de sécurité, c'est en train de s'effondrer parce que les différents pays maintenant ont la possibilité de le faire. L'Allemagne peut le faire, les Pays-Bas peuvent le faire, les Britanniques peuvent le faire, et de coopérer ensuite pour s'échanger cette information qui est hyper importante.